Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Il est 9h33, la vérité en face. Les théories du complot reviennent en force dans le débat public. Pour en parler ce matin, Anthony Mansuet est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Cécile. Vous êtes journaliste d'investigation au magazine Society, auteur de ce livre Les Dissidents aux éditions Robert Laffont. Justement, Anthony Mansuet, dans le prologue, vous parlez de nombreuses théories du complot, de DSK au Sofitel à Hillary Clinton et un prétendu réseau pédophile en passant par le Covid. Dire que DSK a pu tomber dans un piège au Sofitel ou que le couple Clinton fréquentait Jeffrey Epstein, est-ce que c'est être complotiste ? Non, mais c'est formuler une théorie sans avoir des faits avérés, en se basant plutôt sur des fantasmes, des suppositions, et souvent sur des biais, parce que les gens qui ont été défendre Monsieur Strauss-Kahn il y a une dizaine d'années maintenant, ce sont tous des gens qui étaient proches de lui. Et donc il y a un intérêt, quand les gens ont un intérêt pour délivrer une théorie, pour formuler une théorie, la livrer au débat public, on peut aussi se demander pourquoi ils la disent. Dans le cas où ça se base sur des fantasmes, des suppositions, on peut parler de théories sur des complots. Ouais. Pas de fantasmes absolus, mais sur des théories sur des complots qui s'avéreront peut-être exacts plus tard, mais qui ne le sont pas sur le moment. Mais on a l'impression qu'au début, ça démarre les complots, c'est un peu farfelu, on raconte un peu n'importe quoi, et tout à coup, ça prend une ampleur assez énorme, comme QAnon aux États-Unis, où là, effectivement, on pourrait être proche de la vérité. En fait, les complots, ça existe. Oui, ça existe depuis très longtemps. Il y a complot dès que c'est extrêmement banal. C'est dès que deux personnes s'associent secrètement pour nuire à une troisième, on peut dire qu'il y a complot. Et on peut dire qu'il y a complot, on peut parler du Distilben, de la Dépakine, du Mediator, qui sont souvent accusés dans les scandales pharmaceutiques, dans les gens qui sont contre Big Pharma. Et à raison, je veux dire, c'est une industrie qu'il faudrait peut-être réformer, ou en tout cas repenser. On peut penser à Total, qui a caché pendant 50 ans l'effet néfaste de ses activités sur le réchauffement climatique. On peut penser aussi à l'affaire Big Malion, puisqu'il y a eu camouflage de dépenses de campagne. Donc on peut voir que c'est comme un complot contre les électeurs et le contribuable. Mais on peut le dire parce que le travail des magistrats, des chercheurs, des journalistes, des policiers enquêteurs, dans certains cas, a porté ses fruits, a amené des éléments dans des enquêtes faites sérieusement. Pas toujours dans les meilleures conditions, parce que faut aussi dire que les journalistes, nous, on a de moins en moins de moyens. Les magistrats, les policiers, les chercheurs ont de moins en moins de moyens pour faire ce travail-là. Et du coup, on se retrouve avec, vu qu'il y a moins de moyens, une espèce d'appel d'air qui trouve sur Internet tous les débauchés possibles de fantasmes, et encore une fois, de présupposés, de gens qui vont plaquer leur vision du monde sur des faits et les transformer. Toujours dans votre livre, vous débutez comme ceci. Au début, ça allait à peu près, puis tout se déroulait sur Internet. Que s'est-il passé depuis pour que ce qui était cantonné à quelques groupuscules assez marginaux, qui vivaient dans des ZAD ou ailleurs, se répandent comme ça? C'est l'effet Internet ? C'est l'effet Internet. En fait, surtout, on a eu une grande pause en 2020. Oui. On a été confinés 2 fois. Et les gens, en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour ce livre, j'ai rencontré, j'ai discuté. Oui, vous avez immergé, sur ces bulles-là. C'est pas un essai. Vous êtes allé un peu partout. C'est pas un essai, c'est un vrai travail de terrain. Et du coup, ce dont je me suis rendu compte en parlant aux gens, c'est qu'ils se reposaient déjà un petit peu sur la pensée magique, sur le conspirationnisme, pour cartographier le monde. Oui. Il y avait déjà ces réflexes qui étaient chez eux, mais c'était en concurrence avant avec le calcul rationnel du quotidien. Il fallait aller chercher les enfants à l'école, aller au travail, penser à l'avenir, épargner, ce genre de choses-là. Et avec la grande pause de 2020, on a eu l'occasion tous, pas que les gens qu'on pourrait qualifier de conspirationnistes, l'occasion d'explorer ces modes de pensée tabous. Donc on a vu plein de Parisiens, notamment, quitter Paris pour se rapprocher de la nature, puisque c'est des aspirations qu'ils avaient depuis longtemps mais qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Et en fait, les gens qui se reposaient un petit peu sur ces réflexes tabous-là ont aussi eu l'occasion de les développer et de chercher les contenus qui allaient leur montrer, les confirmer là-dedans. Ce qui a fait qu'au final, à la fin, on s'est retrouvé avec énormément de personnes qui avaient divorcé avec le réel, en fait. Est-ce qu'il y a un profil type, justement, pour adhérer à ce type de thèse au complotisme ? Non, ça touche absolument tout le monde. Ça pourrait toucher absolument tout le monde. Il n'y a aucun stéréotype. Il y a quelques sondages, pas toujours très bien faits d'ailleurs, qui montrent que ça va plutôt être des jeunes, plutôt des gens défavorisés. Mais moi, ce que j'ai vu, et en fait, les dernières recherches en ce sens-là montrent que ça touche absolument toutes les couches de la population. Et que c'est surtout, ça se base souvent sur 2 choses, la défiance politique, et la défiance industrielle, et la recherche de sens.
de considérer qu'on vit dans une société trop matérialiste, trop superficielle, et qu'il y a peut-être une volonté de remythologiser, si vous voulez, le quotidien, le réel, le monde. Quoi. Mais ça se passe comment? C'est-à-dire qu'on commence à faire des recherches sur Internet, à discuter sur des forums, à partager des choses sur Facebook, et finalement... En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. C'est-à-dire, on peut retrouver des traces de théories du complot à peu près partout dans l'histoire, et de fantasmes, surtout de mythes, à peu près partout dans l'histoire, et depuis le Moyen-Âge, qui touchent très souvent les Juifs. Toutes les théories du complot ne sont pas antisémites, mais il y en a beaucoup, c'est surreprésenté. Et en fait, Internet, c'est la dernière version, c'est la modernisation, si vous voulez, du phénomène-là. Je rebondissais sur le confinement, c'est pour bien dire, sûr, voilà, bien sûr. c'est ça. Non, évidemment, oui, je comprends très bien. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, vu qu'on vit en 2022, effectivement, les gens ont été sur Internet, et il y a cette défiance qui ne trouve toujours pas toujours de débouchés, et ils vont trouver ou chercher sur des médias théories alternatifs. Des médias qui pensent alternatifs, qui ne le sont pas toujours par ailleurs. Et du coup, ils vont chercher, creuser, poser des questions, trouver des communautés sur Internet où ils vont Il faut aussi dire que ces communautés-là existaient déjà avant. C'est-à-dire que tout était prêt pour qu'on ait cette explosion-là en 2020. Il y avait déjà des gens qui avaient des entreprises de médecine douce alternative qui essayaient de vendre des produits qui n'étaient pas toujours prouvés scientifiquement et qui du coup avaient besoin d'une forme de marketing pour y aller. Et en fait, il n'y a rien de meilleur qu'un marketing de dire je suis contre l'industrie pharmaceutique pour vous vendre parce qu'il y a une vraie défiance sur l'industrie pharmaceutique, pour vous vendre ce médicament alternatif qui en fait n'est pas prouvé scientifiquement. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous regardez des deux côtés, vous faites le pour et le contre dans Le Sous-marin jaune, c'est le titre d'un chapitre, je pense qu'il vous a été inspiré par les Beatles probablement. Vous écrivez, je vous cite: pendant ce temps-là, le journaliste de France Culture Brice Couturier théorise que, c'est pour les gilets jaunes, Le Sous-marin jaune, théorise que Poutine est à la manœuvre et durant plusieurs semaines assimile à des trolls de Poutine tous les tweets négatifs à son encontre, tandis que selon Emmanuel Macron lui-même, les gilets jaunes radicalisés auraient été conseillés par l'étranger. On parle là carrément des États-Unis avec 3 députés. La République En Marche, on peut donner leur nom: Émilie Chalas, Coralie Dubost et Ludovic Mendes. On peut être député et complotiste, président de la République et complotiste, ou éditorialiste à France Culture et complotiste. On a tous des fantasmes. Alors, parce que c'est quand même amusant ce que vous écrivez. C'est les Russes, et après c'est les Américains. C'est Poutine, après c'est Trump. En fait, je fais pas les deux côtés. Disons que là, il y a une surreprésentation dans ce que vous dites du phénomène complotiste chez les élites politiques, et c'est le cas. Il y en a. On a parlé de DSK au début, de l'affaire DSK au début. C'est une forme de... Quand les gens, il y a des événements qui les dépassent, les gens lambda pendant une pandémie, ou les gilets jaunes quand on est un député à l'REM, ça nous dépasse. On comprend pas. On cherche à comprendre. Et le problème, c'est qu'on a besoin de... On peut théoriser que Steve Bannon ou la Russie est derrière les gilets jaunes, on a le droit de théoriser ce qu'on veut, mais il faut aller à l'épreuve des faits, il faut être responsable. Et quand on est député, président de la République ou ministre, on a une responsabilité plus grande vis-à-vis des électeurs de ne pas raconter n'importe quoi et de ne pas se baser sur de fausses théories comme ça qui finalement vont juste brouiller les pistes et empêcher d'avoir un débat sain sur les raisons qu'on mis pour pousser les gilets jaunes à aller dans la rue. Sur le vaccin, par exemple, parce que là, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, énormément de complots, de fake news. Voilà, comment on ressort, quand on est effectivement à l'extérieur du débat politique, on peut s'en sortir et comprendre la réalité des choses. Parce que finalement, où est la réalité ? On ne sait plus. C'est ça le souci aujourd'hui. On ne sait plus, mais il y a quand même, sur le vaccin, il y a quand même des dispositifs de pharmacologie qui ont été mis en place, un suivi très précis. Mais tout le monde n'a pas le même niveau d'information, donc... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que des journalistes scientifiques sont sur le coup. Et on peut dire ce qu'on veut sur les médias... on peut dire ce qu'on veut, on n'aura pas toujours raison, mais les journalistes scientifiques suivent ce sujet-là. Il y a des gens comme Grégory Rosière à la Huffington Post, Victor Garcia à l'Express, Monsieur Béraud au Parisien, qui font un travail admirable sur ce sujet-là et qui suivent comme le lait sur le feu ce qui se passe pour nous informer. Oui, mais comment ne pas croire, par exemple, on en parlera dans quelques instants, mais ceux qui ont suivi Didier Raoult, le professeur Perron, qui étaient censés être des scientifiques aussi, que certains ont suivi, d'autres pas. C'est difficile pour le commun des mortels, pas aguerris à la science, en tout cas, de comprendre. On peut pas, vous comme moi, on ne peut pas lire une étude scientifique, lire un rapport et tout savoir. C'est ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est reconnaître une méthodologie claire où il y a des garde-fous, des régulateurs qui expliquent leurs conflits d'intérêts s'il y en a, avec des chercheurs qui expliquent aussi quels sont leurs conflits d'intérêts lorsqu'ils publient une étude. Ça, on sait le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a ces mécanismes d'arbitrage, de régulation en place. Et du coup, quand on voit
justement ce sur quoi se basent en fait les gens qui vont dire que le vaccin est problématique, qui va souvent de pair avec le débat sur l'hydroxychloroquine en disant non, il y avait ce traitement qui existait et on nous l'a caché. Sauf que quand on regarde le travail de Monsieur Raoult, qui a fait des découvertes superbes sur les mirivirus, il a co-découvert aussi les virus géants, c'est quelqu'un qui a fait un travail admirable par le passé. Sauf que quand on voit qu'en 2012, ce professeur Raoult a été interdit de publication dans 12 revues américaines, qu'en 2018, donc avant le Covid, avant qu'il y ait tous ces débats qu'on a connus, l'INSERM et le CNRS l'ont retiré leur label et que il a fait des prélèvements sur 31 nourrissons de 0 à 2 ans sans l'accord des parents, des écouvillonnages rectaux, qu'il y a eu des prélèvements sur des SDF et des migrants sans l'autorisation des régulateurs. On peut se dire que ce monsieur a un moment franchi la ligne rouge dans son travail scientifique. Restez avec nous, on revient dans un instant avec Anthony Mansuy, journaliste d'investigation dans le magazine Society, auteur de ce livre, Les Dissidents aux éditions Robert Laffont. Vous voulez poser des questions? On vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la vérité en face ce matin avec Anthony Mansuy, journaliste d'investigation chez Magazine Society, auteur de ce livre, Les Dissidents aux éditions Robert Laffont, à lire absolument. Vous avez beaucoup rencontré de personnes de ces mouvances. Dans 2020, année erratique, vous parlez de Julien qui affirme, je cite, « La théorie de l'évolution de Darwin, un franc-maçon 33e loge sert à déconstruire l'identité de Dieu. Les grands religieux satanistes nous poussent vers ça. » Excusez-moi, mais le complot maçonnique ou judéo-maçonnique, ça date pas de 2020, non? Non, évidemment non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce garçon qui est un garçon qui, en plus, est arrivé. Lui, il travaillait chez CTLM. Il a fait un stage là-bas, une alternance là-bas. Et on lui demandait de vendre des contrats, des crédits à la consommation à tire-larigot en fait à des gens. Et lui, il était choqué par ça. On lui disait, je ne devrais pas donner des crédits à ces personnes-là et tout. Moi, ce que j'estimais être un réflexe assez humain de dire, je participe à un système que je ne cautionne pas, je vais les surendetter. Donc quelqu'un qui avait un bon instinct, quoi. Et du coup, il arrive en 2020 comme beaucoup de gens complètement perdus en fait. Et il commence à tirer les fils, quoi. Il avait fait un BTS Finance et comptabilité, et il commence à tirer les fils sur ces sujets-là qu'il connaissait un petit peu, sauf qu'il tire le fil dans la mauvaise direction. Il commence avec BlackRock, il voit BlackRock, il domine, etc. Mais en fait, BlackRock, ça ne dispense pas d'une analyse un peu plus fine des dynamiques financières, du système financier, et il commence à tirer, et en fait, il arrive sur la franc-maçonnerie, sur tout ça, ce qui pose au fait problème. Alors, on peut analyser le système financier, il faut le faire pour comprendre comment fonctionne le monde, quel effet ça a sur nos vies. Mais lui, il a tiré ça, il est arrivé sur la franc-maçonnerie et sur Dieu très rapidement, alors qu'il ne croyait pas du tout en Dieu avant. C'est assez marrant. Ah oui, c'est assez fou. Justement, dans conspiritualité, ça revient avec la religion, oui. Vous faites cette citation, faites une citation, je cite. « Bonjour les amis, je suis en train de regarder la série The Crown, que tout le monde en parle dans les médias mainstream. » Alors je garde les fautes de français. Que tout le monde en parle dans les médias mainstream pour voir un petit peu le taux vibratoire de cette série. Quand vous voyez le taux vibratoire de cette actrice, moi je vois énormément de choses concernant son taux magnétique. Son taux vibratoire est à peu près à 4. Son énergie m'agresse, c'est qu'elle n'est pas dans les lois de l'amour, la vérité et la justice. Elle a certainement obtenu son rôle par des méthodes qui ne sont pas célestes et lumineuses. Alors c'est Michael Vendetta dans une story Instagram. Excusez-moi, mais même s'il parle physique avec le magnétisme, Michael Vendetta, c'est pas Albert Einstein. C'est pas Albert Einstein. Et en fait, il y a quelque chose que je veux dire là-dessus, c'est que je me suis intéressé à Michael Vendetta, qui est une des figures les plus farfelues et les plus extrêmes de ce mouvement-là, parce que justement, j'avais pas envie de mettre en avant que les plus farfelus et les plus extrêmes, pour essayer de montrer un peu la texture du réel, comment ça avait un peu changé la vie des gens. Et j'en parle de lui parce qu'il illustre quelque chose, quelque chose qu'on a vu se mélanger en 2020, qui sont les spiritualités alternatives et les théories du complot, pour ce qui s'appelle, comme vous l'avez dit, les conspiritualités. Et pour montrer justement comment ça avait travaillé l'identité des gens en 2020 et 2021. Et donc, Michael Vendetta me permet d'illustrer ça, mais j'en parle assez peu finalement dans le livre. Il revient à 2-3 moments. Et justement, parce que peut-être que ça peut nous empêcher parfois de capter un petit peu comment ça travaille vraiment la vie des gens, ces théories-là, si on s'intéresse qu'aux plus extrêmes, quoi. Mais il y a ceux qui y croient et il y a ceux qui les fabriquent. Justement, que les entrepreneurs du complotisme, est-ce que c'est régulièrement ou souvent à titre politique ?
Alors oui. En fait, quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les influenceurs principaux du mouvement, donc les figures les plus visibles, et j'ai cherché en face leurs affinités partisanes, affinités militantes, parcours militant, pardon, discours politique, idéologique et fréquentation. Et ce que j'ai trouvé, c'est que par exemple chez Louis Fouché, le docteur Louis Fouché avait invité à dîner chez lui un national-socialiste, un militant national-socialiste qui fait des listes de juifs sur Telegram. Bon, on parle de ça, on parle de Louis Fouché. Des gens qui sont... Alexandra Orion-Caude, qui était chez Civitas, qui était en fait une militante de longue date de l'anti-avortement. Messieurs Boutry ou Lalanne, qui ont expliqué que leur foi était leur guide, le guide de leur militantisme. Alors on a le droit d'être catholique, hein. Enfin je veux dire, c'est pas un problème. Mais par contre, dans un pays laïque, les journalistes, c'est leur boulot d'informer sur... Au moment où des gens sont activistes et militants, s'ils sont guidés par des intentions religieuses, c'est voilà ce que je veux dire. Et je pourrais pas ne pas citer, même si je suis sur Sud Radio, Monsieur Berkoff, qui a donné libre antenne à Monsieur Fouché justement, et à des gens qui font partie de ces mouvances-là, qui désinforment. Et à d'autres, hein, parce que. Et à d'autres, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je donne la parole à tout le monde. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, sur la Russie notamment, inviter Monsieur Couteau, c'est extrêmement problématique quand on sait qu'il a été accusé de discrimination. Il a dit qu'il fallait mettre les Roms dans les camps. C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a été accusé, que l'Ukraine n'était pas une nation et que Poutine n'avait pas envie d'envahir l'Ukraine. Inviter ce monsieur-là pour parler d'une guerre, d'une catastrophe humanitaire et d'une violation de la Charte des Nations Unies, ça me semble un peu problématique en fait. Donc du coup, je ne pouvais pas ne pas dire à vos auditeurs, ça me semblait important. Voilà. Est-ce que finalement, comment on sort de ça? Parce que quand on est embrigadé, on a l'impression que c'est une secte. Hein, on rentre dans du complot, c'est vraiment une secte. Comment on en sort aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui il y a des retours en arrière? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on passe finalement d'un sujet à un autre? Comment on fait? Je pense que ça vient de la bienveillance de l'entourage. D'accord. Ça, c'est au niveau individuel, parce qu'il y a des solutions qui pourraient être d'ordre collectif, disons national. Parce que la prise de conscience est difficile, en fait. La prise de conscience est difficile. J'ai eu beaucoup de discussions, et j'en ai encore avec un garçon qui était le troll on appelait le troll numéro 1 de Raoult en 2020, qui était le plus gros compte pro-Raoult sur Twitter. Et ce garçon-là, en fait, il était au milieu d'un réseau qui s'appelait CIA. Il y avait l'attaché de presse personnel de Didier Raoult dans ce réseau-là qui leur donnait des informations à diffuser en temps réel sur Twitter pour vendre Raoult, pour vendre la chloroquine, pour provoquer un vrai débat sur ces sujets-là. Et en fait, ce garçon-là, des gros problèmes dans son enfance, un milieu pas tout à fait facile, et il a fini par se dire, oh là là, fin 2020, il a dit, j'ai désinformé. J'ai 20 000 followers, ma vie repose entièrement là-dessus, j'ai désinformé. Je suis désolé, il a fait son mea culpa sur Twitter. Et on se parle assez régulièrement. Et en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est que il préfère s'intéresser au vrai complot maintenant parce qu'il a toujours cette adrénaline. Il y a un côté adrénaline. Je suis sur Internet, je vais chercher les vraies histoires, les vraies infos, qui sont les méchants, etc. Ouais. La quête de vérité. Sauf que lui, du coup, il a transformé cette recherche d'adrénaline-là vers les vrais complots. Et c'est une des choses qu'il faut qu'on admette, c'est qu'il y a des complots. Enfin, on parle pas parfois plus des complotistes que des comploteurs. Il faut parler des deux, mais parce que les complotistes, il y a des vraies dérives, on vient d'en parler. Mais les comploteurs, c'est très important. Et ça, c'est le journalisme d'investigation, la recherche, les magistrats, les policiers qui le font. Non mais justement, une question, vous parlez des manifestations contre le pass sanitaire, on peut être contre le pass sanitaire sans être complotiste. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a toute une littérature là-dessus qu'on peut trouver très facilement, qui est très intéressante. Et c'est tout à fait possible. Oui, allez-y. Non, j'allais dire, est-ce que la limite est mince entre... oui, il y a une zone grise. C'est ça. C'est pas binaire. Il y a une énorme zone grise entre la défiance et le conspirationnisme, et on peut avoir des arguments absolument rationnels contre le pass sanitaire. Le problème, c'est que quand on est allé quand je suis allé dans les manifestations, on a vu que le mouvement était structuré par des gens qui allaient en même temps dire que Bill Gates a essayé de nous mettre des saloperies dans les vaccins, que Didier Raoult était le grand druide qui allait nous sortir de tout ça. Donc en fait, il y avait des théorie du complot qui était chevillée dès le départ dans ce mouvement anti-pass. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, apprendre le discernement, ce qu'on fait moins aujourd'hui, à lire effectivement des informations, est-ce que ça devrait être peut-être une matière à l'école ?
Il y a des dispositifs déjà d'éducation aux médias qui existent. Je crois qu'il y a une dizaine de milliers de personnes en France qui travaillent là-dessus. Mais c'est extrêmement important pour justement se construire déjà. Pour se construire, éduquer aux médias. Je pense que l'éducation aux médias c'est le plus important. L'esprit critique c'est autre chose, mais comment on consomme les médias, comment travaillent les médias, quelle est l'économie des médias, la sociologie des médias, c'est très important. En revanche, moi je veux pas abandonner les adultes. C'est-à-dire que aujourd'hui on vit avec des gens dans nos familles, dans nos groupes d'amis, dans nos entreprises qui sont comme ça et on va pas les éduquer. Ils vont pas accepter qu'on va faire des pédagogies. En 30 secondes, une dernière question. Si je vous dis que pour moi Kennedy n'a pas été tué par le seul Lee Harvey Oswald, est-ce que je suis complotiste? Je pense que vous mettriez le doigt dans quelque chose dont vous ne pourrez jamais trouver le fin mot. Parce que la commission Borel a dit circuler, il n'y a rien à voir. Il y a énormément de choses sur ce dossier-là. Donc si on dit Kennedy qu'il y a des gens derrière puissants qui ont tué Kennedy, on est complotiste. On a une théorie sur un complot. Donc c'est pas un fantasme conspiratif, c'est une théorie sur un complot. Après, charge à vous de le prouver. Il y a des éléments effectivement qui peuvent poser de grosses questions, mais on est dans le domaine de la théorie du complot. Par contre, s'il y avait eu des preuves irréfutables que Kennedy avait été tué par le seul Lee Harvey Oswald, là on deviendrait conspirationniste et ce serait des fantasmes. Vaste programme. Merci beaucoup Anthony Mansuy. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Auteur de Les Dissidents, publié chez Robert Laffont. Absolument. Et